Maintenant, j'aimerais vous présenter les 7 entrepreneurs de Fast Track Tech Venture, la cohorte 1201, qui vont chacun à leur tour faire leur présentation. Ils vont venir en avant faire leur présentation. Le premier entrepreneur, M. Nico Bourgault, de Technologie Amiscat, présente Trapèze. Trapèze permet aux entreprises de planifier les bonnes ressources au bon moment et au bon endroit. Mesdames et messieurs, Nico Bourgault. Excusez-moi. Est-ce qu'on a un problème? Vous avez trop pratiqué ce matin, c'est ça le problème. Ça fonctionne pas? Non. OK. Essayez ça, sinon j'ai un remplacement. Une pause, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut chanter? Plan B, plan B. Ça va. Ça. Oui. Un des grands défis des gestionnaires aujourd'hui est d'être en mesure de planifier la bonne ressource au bon endroit, au bon moment. Mon nom est Nico Bourgault, président fondateur de Technologie Amiscat, et je viens vous présenter aujourd'hui la plateforme Trapèze qui permet de planifier les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce que c'est que la planification des ressources? Imaginez et vous pouvez faire un cube Rubik de 20 par 20 par 20, c'est une tâche qui est très complexe, ardue et bien sûr très longue. Prenons quelques exemples, comme par exemple la planification des plateaux sportifs d'une ville ou d'un complexe sportif. Il y a des plateaux, des joueurs, des intervenants, et bien sûr une grille horaire qui complexifie la construction. Un autre exemple, les locaux par rapport à l'hôpital, donc salle d'opération, médecins, infirmières, instruments, et bien sûr tout le monde avec sa petite contrainte au niveau horaire. Un dernier exemple, les horaires maîtres pour les écoles primaires, secondaires et professionnelles. On parle de milliers d'étudiants, de centaines d'enseignants, de dizaines de locales et bien sûr de multitudes de contraintes. Et encore aujourd'hui, 80% des horaires sont faits à la main, et ce pendant la période estivale. Pour les écoles professionnelles, on parle de 2 à 3 fois par année qui sont obligés de faire ce processus-là. Donc, c'est pourquoi on a développé la plateforme Trapèze qui permet une planification automatisée qui prend en charge des activités comprenant des intervenants, des locales et bien sûr des contraintes. Donc, ça permet de simplifier la planification à saisir des variables, planifier des ressources et publier la planification sous forme d'horaire. L'avantage de la plateforme Trapèze, c'est qu'elle permet de traiter des milliers de possibilités dans un temps très très court. C'est une plateforme à la haute disponibilité et une grande capacité de traitement. Et c'est une solution aussi qui est flexible et très très adaptable. La première verticale développée sur cette plateforme, c'est l'application web Trapèze École qui permet la confection automatisée des horaires scolaires pour les écoles primaires, secondaires et professionnelles. Pourquoi le domaine scolaire? L'expertise se fait rare. C'est une expertise qui est aussi très, très difficile à remplacer. Et encore aujourd'hui, 80% des horaires sont faits à la main. Des avantages de la plateforme de l'application web Trapèze École, donc c'est une application qui manque peu d'infrastructure, qui possède une interface qui est simple et fluide, et avec une grande rapidité de planification. Donc, prenons un exemple pour une école secondaire de 500 étudiants et 75 enseignants. Ça peut prendre jusqu'à 15 jours de travail pour 2 personnes pour faire une seule version de leur maître. Ça, du mois de mai au mois d'août. Donc, avec Trapèze École, l'école pourra, la direction scolaire pourra débuter au mois de mai à rentrer ses données et obtenir plusieurs versions d'horaire et ainsi choisir la version qui lui convient.
Donc, ça permet tout simplement à la direction de saisir des variables, planifier ses ressources et publier les horaires maîtres de l'école. Donc, le marché pour travailler d'école, d'ici 3 ans, on s'adresse aux 120 000 écoles d'Amérique du Nord sur un marché accessible de 180 millions. Pour cette année, on parle de 3 400 écoles du Québec pour un marché accessible de 5 millions, et ça renouvelable d'année en année. On connaît encore peu le marché américain, mais juste un exemple ici des revenus de 2 entreprises qui fournissent du matériel scolaire aux écoles des États-Unis. La compétition, il y a peu de joueurs présents sur le marché. Ils ont tous un point commun, c'est des programmes qu'on doit installer sur un poste de travail. Donc, ça demande d'avoir un poste qui est dédié à cette tâche-là. Et ce qui peut aller pour les écoles, un peu d'acquisition matérielle et d'entretien. Le modèle d'affaires pour nous, c'est que chaque client est un client payant. Donc, on a des abonnements de 3 et 12 mois. On a aussi des services de support, de formation et de consultation. L'équipe, moi-même, Nico Bourreau, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le développement de systèmes centraux et de pression web. Madame Gérard, qui est la représentante courante, qui connaît très bien le marché scolaire. Donc, pour le but, une projection financière pour cette année, nous devons vendre pour 100 000 de licence, qui représente environ 75 installations. Pour 2013, notre marché canadien, des ventes de 1 million, et pour 2014, avec le marché des États-Unis, 10 millions de ventes en prévision. Nos résultats depuis le mois de mars, donc nous avons déjà 100 écoles qui ont créé un compte d'essai. Nous avons vendu 22 abonnements de 3 mois et 6 jours de formation pour des revenus de 35 000 $ pour cette année. Donc pour 2012, la école fera l'horaire pour plus de 50 000 élèves et 800 enseignants. Nos principaux clients actuellement, donc la Commission scolaire de Montréal, qui est la plus grosse commission scolaire du Québec avec plus de 200 établissements, le séminaire Saint-François et le Collège français avec sont 2 collèges privés ici dans la région de Québec. Donc, aux prochaines étapes pour 2012, on va continuer des efforts de vente sur les écoles, continuer aussi le développement de l'application, donc par exemple de nouvelles fonctionnalités ou de nature de contraintes, et établir une stratégie pour le marché hors Québec. Pour 2013, donc, trouver un partenaire pour le marché canadien, établir une stratégie pour le marché des États-Unis et développer des nouvelles verticales sur la plateforme Trapèze, dont la planification des horaires, planification des plateaux sportifs pour les villes. Donc, pour réaliser ces objectifs, ce qu'on recherche, c'est un financement de 400 000 pour assurer notre fonds de roulement, engager 2 personnes pour bâtir l'équipe de développement et ajouter une personne au niveau de l'équipe de vente. Donc, en résumé, Trapèze École est la solution pour planifier des bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Merci. Merci beaucoup, Nico. Le deuxième entrepreneur qui va présenter cet après-midi est dans le domaine des clean tech, des technologies de l'environnement. Le professeur de l'INRS, M. Guy Mercier, présente CO2 Clean Tech, qui est une technologie qui permet aux émetteurs des gaz à effet de serre d'être verts tout en s'enrichissant. M. Guy Mercier. Bon, permettez-moi donc de vous présenter CO2 Clean Tech. Comme déjà dit, je suis professeur à l'INRS LTE. Depuis 25 ans environ, je travaille au développement de technologies environnementales pour développer des technologies permettant d'améliorer l'environnement à faible coût pour permettre l'application. Et on a quelques résultats intéressants à ce sujet. Donc, comment être vert tout en s'enrichissant? Notre mantra, c'est le Climate Safe Cache, CCC, pour capter le CO2, sauvegarder le climat tout en faisant de l'argent. Donc, une entreprise. Comme vous savez, la quantité de CO2 est phénoménale. Il y a des milliards de tonnes de CO2 qui sont émis et ça devient une question de survie pour l'humanité. Parce que les émissions de CO2 causent des sécheresses, des inondations, des tempêtes qui font des dégâts matériels et humains. Donc, les plus gros émetteurs qui sont responsables pour à peu près 50% de la production de CO2 sur la planète. Il y a premièrement les centres tumules en Alaska, les compagnies comme les aciéries, les cimenteries, les aciéries.
Donc, toutes ces grandes entreprises qui consomment beaucoup de combustible fossile génèrent des quantités phénoménales de CO2. Or, avec l'établissement de la bourse du carbone, il va y avoir une limite à l'émission. La bourse du carbone va devenir en pratique au Québec l'année prochaine. Et un groupe d'experts du gouvernement du Québec, avec même les entreprises, c'est pas les agences du gouvernement, évalue que d'ici 2020, la tonne de CO2 devrait avoir environ 40 $ la tonne au Québec. Et on évalue que ce prix va être atteint en Europe à peu près en 2017. Donc, dans ce contexte, il est intéressant de tirer profit des crédits carbone, du principe du cap and trade, pour faire avancer la solution de traitement des gaz à effet de serre. Donc, pour l'entreprise, imaginez les centres bitumineux qui ont actuellement une grande difficulté à avoir leur pétrole en Europe et aux États-Unis, avoir une solution sans frais, parce que on va vous expliquer plus tard, pour améliorer leur image corporative et pouvoir combattre les lobbies qui se battent contre eux actuellement. Donc, le principe, c'est qu'on se sert de roches, finalement, on se sert principalement de résidus de roches qu'en l'occurrence, il y a 2 milliards de tonnes, entre autres, dans la géoplateforme et d'asbestos, et on construit sur le site de l'usine une autre usine qui prend les gaz de cheminée, transforme les résidus de silicate de magnésium en carbonate de magnésium. Or, la beauté de ça, c'est que le carbonate de magnésium peut être vendu dans les aciéries ou pour le traitement de l'eau usée comme base, ce qui permet de réduire à zéro le coût pour l'entreprise. Les stades de développement, on est actuellement à l'échelle laboratoire, le projet a été déposé, on cherche du financement pour faire le pilote en 2012 et potentiellement un premier design, une première construction en 2013 qui devrait être opérationnelle en 2014. Donc, en résumé, si on donne un exemple, si on a une cimenterie, par exemple, qui génère 500 000 tonnes de CO2 par année, la vente du produit à la sortie de la CO2, de la cimenterie, constitue une vente de produit de 30 millions de dollars qui permet de faire sans coût procéder. On a à peu près 10 genres ce genre d'entreprise se trouve à peu près à 10 exemplaires dans le Québec. Donc, on va acheter d'affaires de 300 millions de dollars au Québec. Au Canada, on peut parler en 3 et 4 milliards. Or, le marché mondial est beaucoup plus important. On parle de plus de 8000 usines de ce type qui généreraient potentiellement un marché de 840 milliards de dollars annuellement. Donc, ça montre le potentiel qui est très, très grand. Les alternatives à tout cela, il y a la production de pétrole avec le CO2 pour faire passer dans la biomasse. Mais malheureusement, cette solution est encore trop dispendieuse. Il y a des procédés chimiques de séquestration de CO2 qui ont été tentés, par exemple en Alberta, mais le coût était trop élevé, donc il a été abandonné la semaine dernière un investissement de 770 millions de dollars des gouvernements. Il y a des moyens détournés comme l'achat de plantations d'arbres, encore pour compenser par exemple le billet d'avion, mais c'est des moyens assez marginaux. Le plus grand enjeu, bien entendu, c'est les politiques gouvernementales, la lenteur à changer de système globalement. Cependant, dans ce genre de procédé-là, l'investissement, comme je parlais pour une cimenterie moyenne, est de l'ordre de 50 millions de dollars. Donc, c'est des processus qui se font, comme dans l'informatique, sur le long terme. Donc, on doit penser, les compagnies doivent envisager ça dans un horizon 3 ans, 4 ans, 5 ans pour s'installer. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on a déjà des multinationales qui sont en discussion avec nous pour faire certaines étapes de développement du procédé. Le modèle d'affaires, les aciéries, les producteurs de pétrole ne veulent pas s'occuper de la gestion d'un procédé comme ça. Donc, il faut fonctionner comme Suez, Veolia, les géants de l'environnement, qui donnent un service intégré complet. C'est-à-dire qu'on fait le design, la construction, l'opération, on vend aussi le produit. Donc, dans ce contexte, s'il y a un succès, dans 3 à 5 ans, on croit fermement que les multinationales vont être intéressées à s'associer à l'entreprise. Ça va être davantage de donner un grand réseau pour être de contact au niveau marketing, au niveau de l'ingénierie et même des capacités financières. L'équipe, il y a moi ici, et Jean-François Blais, qui est aussi professeur,
une associée de recherche, 2 étudiants de doctorat. On est en affaire aussi dans ce dossier-là avec l'Université de Melbourne. On a quelqu'un qui nous aide à rechercher du financement, qui est un boulot de Simon Deltec, et on a le genre de l'organisation aussi, Carole Tarrant, qui nous aide quotidiennement. Les prévisions financières, on peut prévoir qu'en 2017, dans le cas d'une société qui démarre graduellement, qui n'est pas encore achetée par une multinationale, on va avoir pour 120 millions d'installations de fait, un chiffre d'affaires annuel de 120 millions avec une marge brute de 30%. Dans le cas d'une acquisition par une multinationale, ça peut se chiffrer de façon plus importante pour l'atteinte du marché. Donc, en conclusion, le CCC, capté en valorisant les résidus, sauver le climat, financièrement bénéfique. Ce qu'on voit actuellement, c'est 650 000 $ pour faire la deuxième phase, 2012-2013, pour faire une chaîne pilote où on traitait moins de 1% du débit, par exemple, d'une cimenterie. Et puis la technologie a un énorme potentiel financier. Elle est prête au laboratoire. On a l'étape pilote à faire pour aller vers la vraie commercialisation. Merci beaucoup, Guy. Notre prochain conférencier, M. Stéphane Dion, est un consultant qui veut intégrer un processus technologique à l'intérieur de son entreprise. Son produit s'appelle Dynamo. Dynamo transforme la manière dont les entreprises gèrent leur communication interne, améliorant ainsi leur performance organisationnelle. M. Dion n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il est là avec nous grâce à la technologie. Stéphane Dion, président fondateur de Propulsion Communication. Propulsion Communication est sur le point de transformer la manière dont les entreprises communiquent à l'interne, améliorant ainsi leur performance organisationnelle. Je suis fier de vous présenter notre produit Dynamo. Vous savez, encore aujourd'hui, 70% des projets informatiques se terminent en retard ou jamais. Le manque de communication ou de méthodologie est principalement à l'origine de ces manquements. C'est une réalité. Les entreprises investissent beaucoup dans leur système de gestion de l'information et en leur permettant de très grandes attentes face à leur rendement. Selon une étude menée par une grande firme stratégique, 40% du temps productif des entreprises est perdu à cause du manque d'information à l'interne et de communication. Selon l'étude, 18 heures par semaine par employé est perdu à cause du manque de communication interne. 5 grands axes ont été ciblés par l'étude. Une coordination inefficace, une attente d'information, des plaintes des clients, des communications non souhaitées et surtout un obstacle et des obstacles à la collaboration. Ces cibles sont celles vraiment alignées avec Dynamo pour régler ces problématiques. Dynamo, une solution en ligne permettant d'augmenter le succès de vos projets et aussi la collaboration à l'interne de votre entreprise. Donc, pour améliorer vos communications et pour permettre une meilleure performance organisationnelle. Dynamo, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils en ligne permettant d'être utilisables dès le jour 1 du projet. Un ensemble de services professionnels formés sur les outils et aussi sur l'approche collaborative de dernière génération, permettant aux plus petites entreprises de bénéficier de l'impact de la gestion de changement des grandes firmes. Dynamo s'intègre parfaitement dans les approches reconnues par le Project Management Institute, le PMI, donc que vous ayez choisi à l'interne d'utiliser une approche plus agile ou une approche en cascade, ou même une approche ligne,
Dynamo s'intègre parfaitement dans ces ensembles d'approches reconnus. Dynamo permet de modéliser, simuler, transformer, mesurer et surtout communiquer tout au long de vos projets, et ça dans un cycle itératif. Vous savez, souvent les chargés de projet sont pris dans leur préoccupation de gestion des délais, gestion des budgets, et souvent, le premier impacté sont la gestion des communications. Donc, Dynamo vient en support à vos chargés de projet pour les aider à répondre aux principales questions, comme qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, combien. Donc, Dynamo est vraiment un outil, une solution en support à vos projets. Dynamo permet, tout au long du projet, de générer dans vos équipes la motivation, la participation, la collaboration, l'appropriation et surtout une responsabilisation de l'ensemble de vos équipes face à leur communication. Dynamo s'adresse principalement à des équipes qui vivent un changement majeur, soit un changement de mission, un changement de leadership, un changement technologique, un changement d'approche, de méthodologie. Donc, Dynamo s'adresse à des équipes qui doivent être alignées pour transformer leur gestion de changement. Notre équipe, moi-même, Stéphane Dion, j'ai plus de 10 ans d'expérience en technologie d'information, donc en gestion de projet, en gestion de changement et aussi en architecture. De plus, je suis formé en coaching d'entreprise, utilisant principalement des outils comme la programmation neurolinguistique. Isabelle Lepage, une jeune dynamique, formée en management, qui est allée terminer ses études à l'international, plus précisément en Chine. Donc, elle a un regard objectif extérieur sur les problématiques d'ici. Notre roadmap 2012, cibler un premier client vraiment aligné avec Dynamo pour venir spécifier notre approche, de venir la concrétiser. 2013, une année charnière, 5 nouveaux clients ciblés. Donc, être en mesure de faire une première poussée dans le marché. 2014, l'année où on ouvre vers le monde. On ouvre vers Montréal, on ouvre vers Boston, vers l'Amérique du Nord. On cible un revenu de 2 millions. Notre stratégie financière, Q1 2013, une première ronde de financement de 125 000 pour faire une première percée dans le marché et rencontrer nos engagements avec nos clients. Dynamo, une approche de gestion du changement, une approche communicationnelle pour vous aider à améliorer vos performances organisationnelles. Vous cherchez à dynamiser vos équipes, pensez à Dynamo, pensez à propulsion, communication. Essayez-nous. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter un entrepreneur qui présente un produit qui s'adresse aux entreprises. Novum C3. L'entrepreneur Éric Faudet, président de Novum Solutions. Novum redéfinit la manière de compter, de confirmer et de communiquer les informations opérationnelles des entreprises afin d'augmenter leur productivité. Éric Faudet. Oui. Mon nom est Éric Faudet et je suis cofondateur de Novum Solutions. Novum redéfinit la manière de compter, confirmer et communiquer les informations opérationnelles des entreprises. Imaginons que nous soyons une entreprise manufacturière qui fabrique des chemises. Regroupons 5 de ces chemises à l'intérieur d'une boîte. Plaçons dans notre première commande client 36 de ces boîtes et qui contiennent chacun 5 items. Maintenant, compte tenu que nous sommes une entreprise consciencieuse, nous voulons
confirmer l'exactitude de notre commande. Pour ce faire, plusieurs méthodes s'offrent à nous, dont notamment la technologie des codes à barres, qui demande une certaine manipulation puisque nous devons saisir chacune des boîtes pour en faire manuellement la lecture du code barre. À la fin de cet exercice, nous saurons qu'effectivement, nous avons 36 caisses. Cet exercice nous aura pris en moyenne 18 minutes et l'information sera rapidement disponible pour le système de gestion. Une autre technologie s'offre à nous, la technologie RFID. Cette technologie, sans aucune manipulation, nous permettra de vérifier la conformité de notre commande dans un délai de 15 secondes. Les informations que nous recueillons à ce moment nous permettront de savoir qu'effectivement notre commande contient 36 caisses et que 179 items sont présents dans cette commande. Nous saurons donc que notre commande est incomplète puisqu'il manque un item. Bien que la technologie et que l'information est automatiquement disponible pour notre système de gestion. Bien que la technologie RFID nous ait permis de voir à l'intérieur de nos caisses sans aucune manipulation, cette technologie n'est pas une technologie à rayon X. C'est une technologie qui intègre une composante électronique dans une étiquette standard que nous connaissons bien. C'est une technologie qui nous permet de lire simultanément des dizaines, voire des centaines d'étiquettes. C'est une technologie qui nous permet de lire ces étiquettes à une distance de quelques centimètres, quelques mètres, voire des centaines de mètres. C'est une technologie en pleine expansion. Le marché mondial pour 2010 est évalué à près de 7 milliards. Le marché pour 2020 est évalué à plus de 21 milliards. Pour Novum, cette technologie est une technologie qui permet de compter, confirmer et communiquer automatiquement les informations des entreprises. Jusqu'à maintenant, nous avons rencontré une cinquantaine d'entreprises. Leur discours, évidemment, nous disait que chacune des entreprises n'avait aucun problème de productivité. Par contre, à force de discuter avec ces entreprises, certains défis sont apparus. Par exemple, une d'entre elles subissait des arrêts de production parce qu'elle était incapable de compter efficacement ses matières premières. Une autre perdait annuellement plus de 75 000 $ d'équipement à travers ses chantiers. Une autre encore nous a estimé que la perte annuelle de la prise de ces inventaires était de 92 000 $. Beaucoup des entreprises nous ont exprimé le désir d'avoir à leur disponibilité un outil qui leur permettrait de compter, confirmer et communiquer automatiquement les informations de leurs opérations. Chez Novum, nous connaissons très bien la technologie RFID. Nous savons que les impacts de cette technologie sont positifs et très importants sur la productivité de l'entreprise. Par contre, nous savons aussi que ces entreprises considèrent cette technologie excessivement difficile à implanter. C'est pourquoi nous avons intégré la technologie RFID qui permet de compter automatiquement à une application web qui permet de confirmer automatiquement les opérations de l'entreprise. De plus, notre système permet de communiquer ces informations automatiquement au système de gestion de l'entreprise. Contrairement à nos compétiteurs, nous ne sommes pas un système de gestion. Novum s'intègre de manière transparente entre les opérations et le système de gestion de l'entreprise. 3 sources de revenus composent notre modèle d'affaires. La première source provient de la vente des équipements et des fournitures tels les lecteurs et les étiquettes RFID. La deuxième source est la vente des abonnements. Nous voulons vendre différents types d'abonnements. Nous allons vendre différents types d'abonnements en fonction des différents modules que le client choisira. La troisième source de revenus sera les services, dont notamment, évidemment, la phase d'implantation et les différentes formations que nous offrirons. Nos visites en entreprise nous ont permis de constater que le coût moyen d'un projet se situe entre 5 000 et 10 000 $. Au cours de 2012, nous voulons développer notre solution pour que l'implantation de la technologie RFID pour les entreprises ne soit qu'un simple geste de brancher et utiliser. Ceci nous permettra d'aborder très rapidement un grand nombre d'entreprises afin de nous permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 500 000 au cours de 2014. Les bénéfices seront présents à la fin de notre deuxième année, 2013, pour atteindre un volume de 20% au cours de notre année de croissance.
Notre solution a été développée en fonction d'une problématique qui est présente dans plusieurs parts de marché. C'est pourquoi nous considérons que notre client idéal est toute entreprise qui désire compter, confirmer et communiquer leurs informations opérationnelles. L'équipe de Novum est composée de moi-même, Éric Baudet. La technologie RFID m'a été présentée lorsque je complétais mes études en génie alimentaire à l'Université Laval. J'ai moi-même eu à relever le défi de compter, communiquer et confirmer des informations opérationnelles, ayant été copropriétaire d'une entreprise dont le chiffre d'affaires était de plus de 2 millions de dollars. Mon associé, Isabelle Boucher, est responsable du développement des affaires. Elle est particulièrement performante pour trouver et communiquer avec les nouvelles entreprises. Aujourd'hui, nous annonçons une levée de fonds de 250 000 $ pour nous permettre de mettre sur pied notre équipe de développement afin de pouvoir amener notre solution de prototype à solution commerciale. Nous sommes Novum. Novum redéfinit la manière de compter, confirmer et communiquer les informations opérationnelles des entreprises afin d'augmenter leur productivité. Merci beaucoup, Éric. Pour le prochain projet, nous allons maintenant faire l'exploration du monde du biotech. Le laboratoire de fermentation expérimentale, qui est un actif de l'INRS, Centre eau, terre et environnement, sera présenté par Mme Carole Parent. Cet équipement unique d'une valeur de plus de 15 millions de dollars permet aux entreprises en biotechnologie de réduire le risque de développement et d'augmenter leur probabilité de succès. Mme Carole Parent. Alors, j'ai joint l'équipe de l'INRS voici 7 ans. L'INRS qui est vraiment des réseaux des universités du Québec, comme l'ENA qui vous accueille aujourd'hui. Une chose qui me préoccupe depuis que je suis impliquée dans le développement technologique est le constat suivant. Au cours des 5 dernières années, sans compter les pharma, de l'ordre de 50 millions ont été investis au Québec en démarrage d'entreprises en biotech. Qu'en est-il des succès? De l'ordre de 10 à 25% ont réussi. Trop d'entreprises, finalement, ont sauté une étape importante de mise à l'échelle de leur procédé de fermentation. Prenez par exemple le cas de cette entreprise qui, après avoir construit une première usine, investi 6 millions, a connu des problèmes importants qui l'ont conduit à la faillite. En effet, son procédé de fermentation s'est avéré qu'il a manqué de robustesse pour faire face aux variations typiques des installations pleine échelle. Ils n'ont pas été en mesure de produire de manière à assurer efficacement la commercialisation. Comment faire en sorte qu'une entreprise puisse valider son procédé, s'assurer d'avoir un système de production robuste afin d'assurer la réussite du projet d'entreprise? Ne pas sauter d'étape. Les infrastructures de recherche de l'INRS permettent d'éviter ce genre d'échec. En effet, imaginez une mini-usine qui vous permet à la fois de développer, de valider votre procédé et de produire des échantillons suffisants de produits finis. Une infrastructure de la sorte existe ici même à Québec. On parle d'équipements de l'ordre de 15 millions qui sont à notre disposition pour mettre en place, développer et expérimenter le procédé de fermentation. Tout ça est soutenu par des équipements laboratoires et on parle d'envergure d'équipements de l'ordre de 120 millions. Cette infrastructure, donc, permet d'examiner les étapes principales de fermentation, soit le conditionnement, la préparation, la fermentation et ensuite l'extraction et la purification. Plus particulièrement, on parle de 2 lignes de procédés équipées de fermenteurs de 5 litres à 2000 litres, une fonctionnant sur les milieux conventionnels et l'autre sur les matières résiduelles, telles que les résidus urbains, agricoles, agroforestiers ou encore agroalimentaires. Pour faire quoi? Des produits tels que des bioplastiques, des biodiesels, du bioéthanol, des enzymes, des protéines, des antioxydants. Les enzymes, par exemple, c'est ce qu'on utilise dans les produits nettoyants. Cette infrastructure est donc disponible maintenant. Il n'y a pas à prévoir de coût en capital ni de délai de construction.
Elle nous permet de produire des volumes de produits finis fort intéressants qui nous permettent notamment, dès maintenant, dès lors, de commencer le processus, parfois très long d'homologation, essentiel parfois pour l'atteinte de certains marchés. Ou encore, d'en transférer des échantillons de produits finis à un client potentiel pour valider son intérêt, donc valider son marché. Ou encore, permettre à ce futur client de faire tous les tests de qualité qui sont nécessaires dont il a besoin pour confirmer son intérêt pour le produit. En résumé, donc, on n'a pas à prévoir d'investissement en capital à court terme, on le décale. On a un temps réduit pour aller au marché si on considère les étapes d'homologation qui peuvent télescoper le développement. Et encore, on peut faire une conception des tâches jalons beaucoup plus courtes. En résumé, ça nous permet de réduire le risque. Pourquoi l'INRS? L'INRS est une université différente, en cela qu'elle forme des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Également, dans sa mission, il est inclus qu'elle doit orienter ses activités vers le développement économique. Par ailleurs, elle a accès aussi à des programmes de subvention. $1 investi peut mener à une valeur de projet de l'ordre de 3 à 4 si on inclut les programmes de subvention et les crédits d'impôt. Elle dispose aussi d'une équipe d'experts soutenus à la personne de M. Rajesh Thierry et Mme Satine Derbar, qui, à eux deux, comptent 40 années d'expérience dans le domaine de la fermentation. Ils sont supportés aussi par une équipe au niveau des bâtiments, par exemple, par M. Serge Marcoux, le chef des opérations, M. François Chabot, et encore le responsable de sécurité de laboratoire, M. Stéphane Prémont, et moi qui navigue à travers tout ça, et qui, vous avez compris, l'agent de liaison à travers tout ça. Alors, M. Thierry dispose d'une expertise reconnue mondialement. Vous comprendrez, je ne vais pas énumérer l'ensemble des prix de sévérité. Et donc, qui garant donc, de l'expertise dont nous disposons. Des projets sur mesure. Alors, on parle de quoi? Les envergures de projet, ça peut ressembler à 5 000 à 2 500 $ par jour de valeur de projet. Ça veut dire sans subvention et crédit d'impôt. Évidemment, pourquoi une telle variation? Cela dépend du personnel dont vous avez besoin, des équipements qu'on doit mettre en place, de vos échéanciers de réalisation et encore de vos objectifs. Par exemple, si on prend un projet d'une envergure de 2 000 $ par jour, l'entreprise met 1 000 $ comptant, on complète avec une subvention à 1 000 $. Je vous rappelle que les contrats signés avec les universités sont admissibles à 100 % au crédit d'impôt. Alors, de manière conservatrice, j'ai figuré qu'on pourrait ici aller chercher 500 $ de crédit d'impôt fédéral provincial, ce qui nous amène à un coût net de 500 $ par jour. Imaginez l'entreprise que je vous ai parlé tout à l'heure, si au bout de 4 mois, elle était venue chez nous faire ses expérimentations, on parle d'un coût net de 60 000 $ par jour. On s'entend, ça aurait pu être intéressant. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces infrastructures pour développer nos connaissances et ainsi établir des actions beaucoup plus ciblées et stratégiques afin d'obtenir les résultats que nous souhaitons? Ne pas sauter d'étape. Utilisez judicieusement les infrastructures à notre disposition. Soyez proactifs. Utilisez-nous. Merci. Merci, Carole. Peux-tu l'avancer? OK. Maintenant, j'ai l'honneur de présenter Antoine Lebel, fondateur de Tribu. Tribu est un réseau social axé sur l'action qui encourage l'engagement et la fidélité des utilisateurs. Antoine Lebel. Tout le monde utilise les réseaux sociaux, à tout le moins, tout le monde connaît des gens qui utilisent les réseaux sociaux fréquemment. Fondamentalement, les réseaux sociaux, ça nous permet de se lier avec les autres et de partager notre entourage de ce que l'on vit. On va se poser une question aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est lié avec les autres et qu'on est partagé? Je m'appelle Antoine Lebel, président et fondateur de Tribu, un nouveau réseau social responsable orienté vers l'action. Donc, on va utiliser la force des réseaux sociaux pour inciter les utilisateurs à passer à l'action dans la vraie vie auprès des entreprises. Avant de rentrer dans les détails de ce que je fais, ça va être important de faire un survol de la dynamique des réseaux sociaux. D'un côté, on a les internautes, on est des clients ou des clients potentiels d'entreprises de notre entourage.
De l'autre côté de l'équation, on va évidemment trouver des entreprises privées, institutions ou organismes non lucratifs. On se rend compte que ces deux entités-là ont besoin de parler ensemble. La manière de le faire maintenant sur Internet, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. De créer un lien avec sa clientèle, c'est bénéfique à court terme comme à long terme auprès d'entreprises. Les principaux sont évidemment Facebook et Twitter. Il y a un problème par contre aujourd'hui, c'est que la dynamique des réseaux sociaux est orientée vers la popularité. En fait, il faut comprendre que ce que je vaux virtuellement est égal au nombre d'amis que je possède sur Facebook. Ce que je vaux virtuellement est égal au nombre de personnes qui me suivent sur Twitter. Donc, je vais être incité par la dynamique à mettre de l'avant des choses qui vont plaire aux autres et non pas des choses dans lesquelles que je suis vraiment. À partir de là, le lien est éphémère, dans le sens que c'est facile pour moi d'aimer une entreprise et de la suivre sur Twitter, mais c'est tout aussi facile pour moi de l'oublier le lendemain. Donc, présentement, sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun incitatif à passer à l'action auprès des entreprises de notre entourage. Évidemment, ça a des coûts. Ça a des coûts pour les entreprises. Il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans la gestion de communauté. Mais on ne sait pas qui vraiment de nos clients ou de personnes qui nous suivent vont réellement passer à l'action en vendant notre produit ou notre service. À partir de là, au niveau des réseaux sociaux, il y a une difficulté d'entretenir un lien. Étant donné que tout ce qui est nouveau et populaire est toujours mis de l'avant, l'entreprise est contrainte de toujours investir de l'argent pour avoir une visibilité qui est malgré tout éphémère. Il y a un coût encore plus important qu'un coût entreprise, qu'un coût profit, c'est un coût moral pour la société. Dans ce sens qu'il y a une dilution des valeurs citoyennes, étant donné que tout est axé vers la popularité, on ne sait plus réellement qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas, étant donné qu'on recherche ce qui est populaire. À partir de là, il y a une barrière aux interventions. Il y a beaucoup d'organismes autour de nous qui ont avantage à créer un lien avec leur clientèle à long terme. Je pense ici à une maison des jeunes. À partir de là, étant donné que la popularité et la nouveauté est toujours mise de l'avant, c'est difficile pour certaines entreprises qui ont besoin d'intervenir à long terme auprès de leurs clients de vraiment faire leur place sur le web. C'est à partir de ces coûts-là, c'est à partir de ces problèmes-là que j'ai été motivé à démarrer Tribu, qui est évidemment un réseau social qui mise sur l'action. Simplement, on va personnifier l'utilisateur via un personnage. De l'autre côté, on va faire la même chose pour l'entreprise, sauf que ça va être le produit ou le service qui va définir ce que vaut l'entreprise. Maintenant, ce qui va lier les deux entités ensemble, c'est les valeurs qui sont encouragées à l'intérieur de Tribu, soit des valeurs sociales, culturelles, sportives, écologiques et communautaires. À partir de là, j'ai un personnage, simplement des amis, des valeurs. Je réalise une activité dans la vraie vie, mon personnage s'améliore. Je deviens plus cultivé que les autres de mon entourage. On va utiliser les mêmes techniques qui ont fait le succès de la Wi-Fi pour faire collaborer et compétitionner les utilisateurs, pour les inciter à passer à l'action dans la vraie vie auprès des entreprises qui nous entourent. On se situe dans un marché, en fait, dans un cadran qui n'est toujours pas exploité au niveau des réseaux sociaux. Dans le sens où, présentement, la majorité des réseaux sociaux sont dans un cadran observateur et popularité. Ici, on mise sur l'engagement et sur l'action des utilisateurs pour mettre de l'avant notre réseau social. À partir de là, la façon que ça fonctionne, les entreprises ont besoin de retenir leur clientèle et de créer une visibilité sur Internet. De l'autre côté, l'utilisateur peut s'amuser, montrer ce qu'il vaut, faire valoir qui il est, et sauver de l'argent si c'est possible. La manière que ça fonctionne, c'est que l'entreprise va investir de l'argent dans Tribu. On va lui donner en échange de la monnaie virtuelle. À partir de là, ça va être une première visibilité auprès de l'utilisateur et auprès de son groupe social. L'utilisateur va s'inscrire à l'activité, première visibilité, première fidélisation. À partir de là, on confirme que l'utilisateur est bel et bien passé à l'action. On va faire évoluer son personnage, compétition, collaboration. L'entourage de cet utilisateur-là va être mis au courant, que ce soit sur Facebook ou sur Tribu, et la roue va continuer comme ça. Au niveau des objectifs de vente, en 2013, on vise les petites entreprises. Présentement, les scouts ont déjà embarqué dans Tribu. C'est 1600 membres. On va chercher le centre communautaire aussi de Charlebourg, qui lui aussi est embarqué. La maison des jeunes de Duverger, qui avait besoin de motiver les jeunes à revenir auprès de la maison pour pouvoir intervenir auprès d'eux. Et l'école de danse et les danses de Lévis. On vise un 30 000 $ de revenus cette année. À partir de là, on sort du Québec en 2013 et on va chercher de plus grosses entreprises et de plus grosses petites entreprises. Plus de petites entreprises. On va chercher ici des gyms, des centres de ski. On va chercher ici le réseau de transport en commun, les bibliothèques. Donc, c'est des entreprises qui sont solidement implantées, qui ont des plus gros budgets de marketing et qui veulent justement se positionner sur Internet pour rejoindre leurs utilisateurs.
Ensuite de ça, on va encore plus loin, Canada, États-Unis, même principe, des grosses entreprises et des petites entreprises. Tout ça est automatisable et scalable. Ensuite de ça, en arrière de ça, moi, je suis bachelier en administration à l'Université Laval ici, certifié Fast Track à partir d'aujourd'hui. Et j'en suis à ma deuxième entreprise, j'ai été chargé de projet aussi à Paris dans une école de jeux vidéo. Avec moi, Benjamin, qui lui est programmeur de formation. À partir de là, son code est de qualité, ce qui nous permet de pivoter facilement en fonction des différentes stratégies qui s'approchent à nous. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu de nombreux collaborateurs en arrière de ce projet-là. Beaucoup de gens croient que l'action est l'avenir des réseaux sociaux et qu'à partir de là, ça peut changer drastiquement la manière dont le web est consommé en ce moment. Donc l'avenir des réseaux sociaux, comme je l'ai dit, est dans l'action. Je viens demander ici aujourd'hui un 50 000 $ de fonds d'investissement contre 18 % d'équité pour le fonds de roulement et la commercialisation. À partir de là, tribu est scalable dans le sens où ça peut fonctionner à Québec comme à Calgary. L'expérience qui est vécue n'a pas besoin d'une masse critique d'utilisateurs, une seule entreprise, un seul groupe, ça fonctionne très bien, l'expérience est vécue et finalement on est les premiers sur le marché à avoir mis cette technologie-là au point. Donc on a un avantage de marché auprès des autres. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci Antoine. Le dernier, et non le moindre, c'est M. Vincent Saillard de Tegosoft qui présente le procédé Metox. Donc, c'est une autre application du côté environnement. Le procédé Metox offre une solution efficace, économique, éco-responsable et définitive pour le traitement des sols contaminés aux hydrocarbures et aux métaux. Vincent Saillard. Alors, savez-vous ce qu'on fait actuellement au Québec avec les sols contaminés aux hydrocarbures et aux métaux? Eh bien, ces sols sont simplement excavés, transportés par camion et acheminés un petit peu plus loin, là où c'est moins dérangeant. Alors, moi, je m'appelle Nathan Taillard, je suis ingénieur de procédés chez Techosol, qui est une entreprise spécialisée dans le traitement de sol depuis plus de 25 ans, et je vais vous présenter le procédé Metox. Le procédé Metox, c'est quoi? C'est une technologie exclusive qui permet d'offrir une solution définitive destinée à un marché énorme, composé de clients obligés de nous utiliser. Alors il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, les grandes puissances économiques font de plus en plus face à des problèmes de santé publique qui sont directement liés à la présence de sites contaminés situés proches des zones urbaines et même à l'intérieur de ces zones urbaines. Jusqu'à maintenant, il n'existait pas de solution pour faire face à ce type de problème. Fait que les propriétaires de terrain, qu'ils soient publics ou privés, se tournaient majoritairement vers l'option de l'enfouissement. L'option de l'enfouissement qui est, comme je l'ai dit tantôt, simplement être excavé, transporter les sols contaminés et les acheminer dans des décharges contrôlées situées à l'extérieur de la ville. Alors bien sûr, l'option de l'enfouissement, ce n'est pas du tout une solution, puisqu'on fait juste prendre le problème et le déplacer ailleurs. Et en plus, on génère une dette environnementale, puisque les générations futures devront payer de nouveau, d'ici à une trentaine d'années, pour régler définitivement le problème. Grâce au procédé Metox, on a enfin une alternative économique et éco-responsable à l'option de l'enfouissement. Le procédé Metox permet d'offrir une solution définitive. Donc, on ne génère pas de dette environnementale. Au contraire, au fur et à mesure du traitement, on vient diminuer cette dette. De plus, on peut appliquer le procédé directement sur place par l'intermédiaire d'une usine mobile qui va graffiner sur place. On vient régler le problème à la source. Le procédé, il est économique, il est compétitif par rapport à l'option d'enfouissement. Ce qui fait que le client qui voudra choisir une option éco-responsable, il n'aura pas à payer plus. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on a un sol contaminé qu'on va acheminer vers une unité de traitement. À l'intérieur de cette unité de traitement, on va le laver en présence d'un savon biologique. À l'issue du traitement, on obtient un sol décontaminé dont les propriétés physiques et chimiques ont été respectées. On peut le redisposer directement sur place. On a également un concentré d'hydrocarbures qui va pouvoir être revalorisable auprès des entreprises de revêtement bitumineux, par exemple, surtout avec le prix du pétrole en ce moment. Et on va avoir également un concentré métallique qui va être également revalorisable auprès des fonderies. Alors le procédé, il est fiable, il est robuste, il a été testé. Il est né entre 2004 et 2008 à l'Institut national de la recherche scientifique, juste de l'autre côté de la rue. Devant le potentiel du procédé, il y a un brevet qui a été déposé en 2007 et un brevet international en 2010. On a fait des travaux de pilotage entre 2008 et 2010, toujours à l'Institut national de la recherche scientifique.
Là, on a pu améliorer, optimiser et obtenir une subvention qui nous a permis de mettre sur place un projet de démonstration verte à la garnison de Valcartier. Par l'intermédiaire d'une petite usine mobile, on a pu traiter 7,5 camions de sol. Alors, du sol contaminé, il y en a partout, ce qui fait que le marché il est énorme. Rien qu'au Québec, ils dépensent 60 millions de dollars par an pour réduire une partie du passif environnemental. Si on regarde au Canada, c'est 600 millions de dollars qui sont dépensés chaque année pour traiter une partie des sols contaminés situés sur le territoire. Aux États-Unis, c'est 7 milliards de dollars qui sont dépensés annuellement pour traiter ces sols. Alors le marché visé, le marché accessible, ça va être à court terme l'ensemble des municipalités qui sont aux prises avec ce type de problème, c'est-à-dire la ville de Québec, la ville de Montréal et la ville de Sherbrooke. Ça va être également les bases militaires, comme la garnison Valcartier, la garnison de Montréal. À moyen terme, on va se tourner vers l'ensemble des sites contaminés situés à l'échelle de la province et même une partie du fédéral. Et à long terme, c'est l'ensemble du marché fédéral, c'est le marché de l'Amérique du Nord avec les États-Unis et pourquoi pas l'Europe. Alors pour que le procédé soit commercialisé, il faut qu'il respecte certaines contraintes. Contraintes économiques, c'est-à-dire que pour chaque dollar dépensé par le client, on veut maximiser la quantité de sol traité. Il faut qu'il respecte aussi des contraintes écologiques, c'est-à-dire qu'on veut que le procédé soit définitif, que ce soit éco-responsable. Alors les joueurs dans le domaine, c'est l'enfouissement. Alors l'enfouissement, oui, c'est une solution efficace, car elle est économique. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on ne résout absolument pas le problème, on fait juste le déplacer. Ça ne s'inscrit pas du tout dans un contexte de développement durable. On a les compétiteurs, ça va être Salexan, ça va être Cleaner, Tetra Tech, DEC, Boskalis. Eux, ils vont proposer une solution relativement éco-responsable, mais pas très efficace puisque les coûts de traitement sont 2 fois supérieurs au coût d'enfouissement. Et enfin, il y a le procédé méthode. Le procédé méthode, lui, est efficace et compétitif puisque les coûts sont similaires à ceux de l'enfouissement. Le procédé méthode, c'est une technologie exclusive qui permet d'offrir une solution définitive. Elle est destinée à un marché énorme, composé de clients obligés de nous utiliser. Alors, les promoteurs du projet, c'est Pierre Dufresne, directeur de Técosol, hydrogéologue de formation. Il a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du traitement de sol. C'est moi-même, Vincent Taillard, ingénieur de procédés, qui travaille au développement et à l'optimisation du procédé depuis 2008. Et c'est Joël Dufresne, qui possède une maîtrise en sciences et un MBA et qui gère des projets de traitement de sol depuis plus de 10 ans. On profite également de l'expertise de l'Institut national de la recherche scientifique dans le domaine. Alors la stratégie de développement, c'est la première année, créer une entreprise pour pouvoir exploiter le procédé et construire une première petite usine de démonstration commerciale, une petite usine fixe. À la fin de la deuxième année, on a une usine commerciale fixe commerciale et une usine mobile pour un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars. À la fin de la troisième année, c'est 2 usines mobiles, une usine fixe et un chiffre d'affaires de 7 millions de dollars. Pour enfin arriver à la fin de la quatrième année avec 3 usines mobiles, une usine fixe et un chiffre d'affaires total de 24 millions de dollars. Alors voilà, nous ce qu'on recherche sont des partenaires proactifs qui seraient prêts à injecter 2 800 000 dollars dans la première phase de développement du projet, c'est-à-dire la création d'entreprise, la construction de la petite usine pré-commerciale et son évolution vers une usine commerciale. Le coût de capitalisation totale de cette première phase de projet atteint 5 700 000 dollars. Mais ce qu'on recherche aussi, c'est des partenaires proactifs qui souhaitent, comme nous, voir enfin aboutir sur le marché une alternative économique et éco-responsable à l'option de l'enfouissement. On est prêt, on a la solution. Déploiement de notre avenir.